Caroline. Bonjour. Première question brûlante. Tu as parlé dans ton topo de la représentation des femmes dans les publications scientifiques. Et je voulais donc que tu nous rappelles l'état des lieux. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, c'est qu'on progresse. Donc, on est à une représentativité quasi dans les études internationales aux alentours de 42%. Quand on enlève toutes les études sexo-spécifiques, on est à 42% de femmes dans les études. Le premier pays au classement général, ce sont les États-Unis, qui inclut plus que 42% de femmes dans leurs études. On n'est pas du tout mauvais en France, puisqu'on est deuxième en termes de pourcentage de femmes dans les études cliniques en tant que patiente. On est au 9e rang en termes de quantité, en termes de nombre, mais on fait un vrai effort de représentation des femmes dans les études. Et alors, as-tu des explications pour cette sous-représentativité des patientes ? Oui, il y a des explications historiques. Ça vient principalement des États-Unis et c'est mondial évidemment, mais suite au scandale sanitaire des années 50-60 avec notamment le thalidomide et le distilbène qui étaient donnés, des molécules qui étaient données aux femmes enceintes. En fait, les femmes, suite à un rapport de la FDA et à des recommandations qui datent de 1977, ont été exclues globalement des phases 1 et 2 des études cliniques sur les médicaments. Ce qui fait que ça s'est étendu et on a généralisé on est passé de la recommandation qui disait les femmes en âge de procréer ne doivent pas participer aux phases 1 et 2 des études médicamenteuses. On est arrivé à finalement toutes les femmes ont été exclues des études. Parce que c'est plus simple, parce qu'on prend moins de risques. Il y a ça, et il y a aussi la notion qui traîne encore d'ailleurs, et pourtant qui est maintenant prouvée fausse, que avoir un modèle animal pour une étude au départ, c'est-à-dire de l'étude fondamentale, avoir un modèle animal, c'est mieux d'avoir un modèle animal mâle, parce qu'on introduit moins de variabilité, notamment à cause du jeu hormonal, ce qui est faux. On a prouvé aussi, il y a des études maintenant qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, qu'on introduit aussi de la variabilité avec les variations de testostérone chez le modèle mâle. Donc en fait, ça vient aussi du problème animal à la base. Très bien. Et alors, quelques pistes peut-être pour faire évoluer ça dans notre pratique de chercheurs et de chercheuses ? Alors les pistes, elles ont été politiques au départ, autant aux États-Unis que chez nous. Aux États-Unis, il y a maintenant 30 ans, avec ça va jusqu'au l'Equality Act, de 1991 au Congrès américain, qui dit maintenant ça suffit, il faut des femmes. Il y a eu tout un travail de lobbying, évidemment, même des universités américaines qui avaient fondé dans les années 70 les mouvements féministes. Les mouvements féministes créaient des départements universitaires, Women's Studies, Gender Studies, qui en fait faisait du lobbying politique également. Donc en fait on est passé de ça aux États-Unis à en Europe. Maintenant la Commission européenne va donner des fonds spécifiques à des initiatives notamment de formation en genre et santé par exemple. Qui bien sûr va englober le fait de recruter plus de femmes en tant que chercheuses. Et plus de femmes dans les études cliniques. Et en France, on arrive, donc suite à ces initiatives européennes qui datent plutôt des années 2000, en France, on arrive maintenant à des initiatives comme le rapport de l'HAS qui date de 2020, qui s'appelle Sexe, genre et santé. C'est un rapport de prospective en fait qui fait quand même 200 pages, dans lequel il y a 10 recommandations pour lutter contre l'inégalité en santé. Et lutter contre l'inégalité en santé, l'une des solutions, c'est quand même de faire en sorte d'étudier toutes les pathologies chez toutes les populations, donc chez les femmes aussi. Donc il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place. Au sein de l'INSERM, depuis 2013, il y a un groupe qui a été créé par le groupe éthique, si je ne me trompe pas, qui est le groupe Genre et Santé, et qui se veut justement proactif pour ça. Et puis on sait qu'il y a l'ANR aussi, qui est le seul organisme français actuellement qui est référencé dans des initiatives comme l'initiative de Stanford Gender Innovation, qui recense les projets qui mettent la lumière dans leurs appels à projets justement sur les études qui vont inclure des données sexo-différenciées et qui vont permettre d'avancer sur la prise en soin des femmes. Super, merci beaucoup. Merci.